Le grand oral RTBF le soir. Jacques Kremers. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. C'est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Eh bien, de quoi parle-t-on? De la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est un constat qui est posé par les Nations Unies. Et d'ailleurs, ce 25 novembre, ce dimanche 25 novembre, est une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui Sylvie Losberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, l'une de leurs porte-parole donc. Mais que peut-on encore dire de vous? Béatrice Delvaux, bonjour. Bonjour. Éditorialiste en chef au journal Le Soir. Notre invitée est une femme engagée. Mais peut-on pour autant dire que c'est une activiste, Béatrice? Mais oui, je trouve que le terme est un terme important. En fait, il faut des activistes pour défendre des causes. Et je pense que c'est vrai qu'avec Sylvie Losberg, moi je me suis surprise plusieurs fois à l'écouter, notamment en radio. Je la lis évidemment dans mon journal, et je l'ai trouvée toujours très combative et très tenace en fait. Et dans plusieurs dossiers, c'était très intéressant parce qu'elle défendait un point de vue avec beaucoup de contenu et beaucoup de force. Et donc ça en fait une personnalité qui, dans ce débat-là, qui compte. Je crois qu'elle a pris sa place. Un autre point de vue, c'est celui de Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Sylvie Losberg dirige aussi le département études et stratégies du Centre d'action laïque. Laïque, c'est le mot que vous soulignez. Oui, laïque, assurément. Alors parfois on rajoute rabique derrière, on le verra bien dans l'interview. Mais comme l'a dit Béatrice, arrêtez sur position. Il faut vous avoir eu parfois au téléphone quand quelque chose avait été dit qu'il ne vous semblait pas complet, qui vous semblait oublier un pan de votre activisme, pour savoir que quand vous campez sur vos positions, il est difficile de vous faire bouger, mais on verra au cours de l'interview s'il y a des sens à tout cela. Et moi j'aimerais vous demander déjà, Sylvie Losberg, d'où vous vient cet engagement pour la cause que vous défendez aujourd'hui? Est-ce une expérience personnelle que vous avez vécue, ou bien est-ce des choses que vous avez observées qui vous ont donné envie de vous mobiliser pour la condition des femmes? Je pense que c'est un mix des deux. Évidemment, en tant que fille et femme, j'ai eu un parcours qui est marqué par l'histoire des femmes dans notre pays. J'ai eu la chance d'être adolescente dans les années 70, donc il y avait un contexte qui était très favorable à l'ouverture d'esprit et aussi à la liberté des femmes. Malheureusement, ça s'est replié, ça s'est rabattu, je dirais, à la fin du XXe siècle. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, avec ces dernières années, je me suis plus engagée et j'ai pris, je dirais, la parole d'une manière plus collective, alors qu'auparavant, je le faisais, je dirais, de manière plus personnelle, dans des prises de position, des articles ou des ouvrages. Eh bien, de cet engagement, on va en parler ensemble pendant 45 minutes. Comment lutter contre la violence à l'égard des femmes? Ce sera donc notre dossier. On y reviendra tout à l'heure, après notre questionnaire, après aussi notre séquence à la place 2, dans laquelle vous nous direz quelles initiatives vous pourriez prendre en faveur des femmes si vous étiez Charles Michel. C'est parti pour donc 45 minutes. Nous sommes en radio sur la première, sur l'ensemble de nos plateformes digitales et puis aussi en télévision sur la 3. Mais avant cela, deux raisons pour lesquelles on vous a invité, Sylvie Losberg. Elles sont en lien avec l'actualité. Et la première, c'est pour revenir sur l'action et sur les revendications des Gilets jaunes. Et si la vie c'est juste ça, travailler, rentrer, je vais dire, et manger, et plus pouvoir rien faire d'autre, à un moment donné, c'est quoi la vie? Parce qu'il y a d'autres choses, on peut plus aller au cinéma, ça coûte trop cher. On est une famille, on peut plus aller au cinéma, on sait plus aller au restaurant. Alors que je m'excuse, monsieur, vous allez au restaurant, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on n'a plus les moyens, monsieur. Et si c'est ça la vie, si c'est ça le travail, c'est quand on prend du travail, on a juste le droit de s'asseoir dans le fauteuil et de regarder la télé, c'est pas ça la vie, je suis désolée. Alors vous pouvez peut-être pas nous comprendre, c'est vrai. Non, monsieur, votre salaire, je ne pense pas. Je suis désolée, mais non. Parce que si vous nous comprenez, vous ne seriez pas aussi sourd à notre détresse. C'est vraiment une détresse. Quand on commence le début du mois, qu'on a 2 enfants, parce qu'on dit que l'enseignement est gratuit, ce n'est pas vrai, il n'est pas gratuit, je vous l'assure. Quand on dit aussi que voilà, on doit... Moi j'ai entendu, c'est grave, de personnes dire, ouais, mais c'est que tu dépenses trop. Mais non,
on ne dépense pas de trop, on dépense ce qu'il faut, et puis à un moment donné, on n'a plus. Témoignage d'un membre des Gilets jaunes, c'était sur le plateau d'À votre avis ce mercredi sur la une en télévision. Les Gilets jaunes qui dénoncent une diminution de leur pouvoir d'achat. Voilà, Jean-Pierre, un problème qui concerne de très nombreuses femmes précarisées et isolées. Oui, justement, mais il y a un débat qui se fixe autour de ces Gilets jaunes. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à vos combats, vos activités, quand vous voyez les casseurs, on voit ce mouvement qui n'en finit pas. Quelle est votre position ? Comment vous les appréciez, en quelque sorte ? Alors, les Gilets jaunes, je ne peux pas en dire grand-chose parce que je ne connais pas ce mouvement. Mais par contre, ce que vous pointez est tout à fait exact. La place des femmes dans l'univers socio-économique en Belgique est catastrophique, il faut le dire. Et on entend cette dame qui dit qu'avec 2 salaires, il n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est encore plus vrai, évidemment, quand il n'y a qu'un seul salaire. Et on sait à quel point les familles monoparentales sont généralement sous la responsabilité de femmes qui ont des salaires moindres, qui ont eu des temps partiels, qui cumulent finalement les discriminations à la fois professionnelles et financières, mais qui également se retrouvent avec finalement très peu de possibilités d'épargner. Les pensions des femmes, on l'a vu, il y a eu vraiment une réaction très ferme des associations en disant que c'est les femmes les premières touchées. Donc ça veut dire qu'on prend une mesure qui n'est pas analysée sous l'angle de l'impact envers les femmes. Donc vous pensez que les politiques, par exemple, gouvernementales actuelles, et vous nous direz quel gouvernement est touché, ne favorisent pas les femmes ou défavorisent encore plus les femmes que les hommes ? Oui, je ne suis pas certaine que c'est une volonté, mais en tout cas c'est une conséquence. Et c'est une conséquence du gouvernement actuel, mais ça a commencé sous le gouvernement précédent. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, dès qu'il y a une situation économique tendue, dès qu'il y a un risque et des politiques d'austérité, c'est les femmes qui sont les premières victimes des mesures qui sont prises. C'est pourquoi il faut faire un travail d'analyse genrée, on appelle ça des mesures, c'est-à-dire on doit analyser avant de mettre la mesure en place, l'impact que la mesure aura sur les femmes et sur les hommes. Il y a des mesures linéaires, drastiques, inhumaines en quelque sorte ? Mais je pense que c'est inhumain, effectivement, dans un pays comme le nôtre, qui est quand même un pays riche, que l'on se retrouve avec des personnes qui sont en situation de précarité de plus en plus nombreuses. Et c'est ce qu'on appelle le précariat. Mais d'accord, mais le gouvernement dit, et il a des chiffres pour plaider sa cause, qu'il y a plus de 200 000 emplois qui ont été créés. Les femmes n'en bénéficient pas de ces emplois ? Les femmes bénéficient des emplois, mais les emplois sont moins bien rémunérés quand on est une femme. Je vous rappelle quand même que l'écart salarial s'élève entre 13 et 25% en Belgique. Donc ça veut dire qu'à partir du mois de novembre, les femmes travaillent pour rien, voilà, par rapport aux hommes. On sait aussi que dans les filières professionnelles, dès qu'une filière est féminisée, il y a une dévalorisation des salaires. Et donc ce sont tous des éléments qu'il faut analyser, je dirais, d'une manière un peu plus méta, pour ne pas se retrouver à être dans, je dirais, des attaques qui seraient trop ponctuelles. C'est un phénomène qui est, je dirais, historique et qu'il faut prendre en compte sur le long terme. Alors cette contestation des Gilets jaunes, on va continuer à la suivre dans nos différents médias, mais il y a une autre raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, Sylvie Losberg, c'est pour revenir sur un vote à la Chambre, un vote qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Rappelez-vous, les députés ont approuvé la proposition de loi qui sort l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, du code pénal sans toutefois la dépénaliser. Écoutez ce qu'en disait alors Catherine Fonck, CDH, et puis Karine Lallieu, PS. C'était important de sortir du code pénal parce qu'aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse est sur le même pied que le viol ou l'assassinat dans le code pénal. Et donc, je trouve que ça ne va pas. Mais en même temps, c'était fondamental de garder des balises très claires. Et ces balises, elles doivent être respectées avec des sanctions pénales. Ce n'est pas une dépénalisation et quand les experts pénalistes, quand de grands avocats, quand de grands professeurs, quand tous les experts médicaux disent que cette proposition est un leurre, est un mensonge, est une farce, eh bien c'est réel. Il n'y a pas de dépénalisation réelle de l'avortement. Il n'y a pas d'avancée pour les femmes puisque ce sera toujours jusqu'à 12 semaines qu'on pourra avorter. Il y aura toujours un délai de réflexion de 6 jours. Alors à l'époque, vous aviez déclaré, Sylvie Losberg, que ce vote, eh bien, c'était pire que bien. Alors aujourd'hui, la question que l'on se pose, Béatrice, est de savoir ce que ce vote change concrètement pour les femmes, mais aussi pour les couples et le corps médical. Oui, c'est ce qu'on a envie de savoir. On est peut-être pas encore assez de recul par rapport au moment où tout ça a été fait, mais qu'est-ce que ça change en fait pratiquement maintenant ?
En quel monde nous trouvons-nous post cette loi sur la dépénalisation, entre guillemets? Malheureusement, ça ne change rien et au contraire, ça amène du flou. Et ça, c'est un problème pour les équipes soignantes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous avez toujours ce délai de 12 semaines depuis la conception, délai dans lequel vous êtes admise, on va dire, à une interruption volontaire de grossesse. Mais vous savez qu'en Belgique, vous avez 1 semaine, 6 jours de réflexion obligatoire entre le moment où vous arrivez avec votre décision et le moment où l'intervention a lieu. Donc aujourd'hui, pour répondre à la demande du terrain, et j'en fais partie, hein, je ne le cache pas, qui demandait qu'on ne donne pas un délai fixe, qu'on puisse permettre aux femmes de réfléchir, bien entendu, mais que si elles sont prêtes, elles puissent le faire en dehors les 48 heures. Eh bien, le gouvernement a décidé de prolonger ces 12 semaines de 6 jours au prorata si la femme arrivait près des 12 semaines. Donc le terrain ne comprend pas. Est-ce qu'on va devoir faire 12 semaines plus 6 jours, ou si elle arrive à 11 semaines et 4 jours, ça veut dire plus 12 semaines et 3 jours, on ne comprend pas. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension des attentes à la fois des médecins et des femmes. Et c'est ça qui a été vraiment pour nous très décevant dans ce débat. Et comment vous expliquez, comment vous analysez après coup ce qui malgré tout est une défaite pour celles qui se sont battues pour ça, pour ceux qui se sont battus pour ça? Pourquoi aujourd'hui en 2018 on n'a pas réussi à faire passer la version forte en fait et qu'on a dû se contenter selon certains d'une hypocrisie? Alors, c'est vrai que se pose la question de la stratégie. Donc, vous n'ignorez pas que je travaille depuis des années sur cette question de la dépénalisation de l'avortement et qu'effectivement, la revendication a été portée par le mouvement laïque depuis 2015 et on a vu les premières propositions de loi arriver depuis 2016. Et en Belgique, en fait, on s'est rendu compte que la population ne connaissait pas la situation de l'avortement, ne connaissait pas la loi sur l'avortement, mais que la population était plutôt ouverte à améliorer les conditions, comme le demandent les femmes et les médecins. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que normalement, on avait la possibilité de voter une loi avec les partis libéraux. Le Parti libéral flamand avait déposé une proposition très ambitieuse et le Parti libéral francophone était ouvert. Et d'ailleurs, M. Clarinval l'a dit, cette loi, ils auraient voulu qu'elle soit plus en faveur des femmes. Ça veut dire parce que vous êtes laïque, excusez-moi, oui. Que la religion est beaucoup plus influente encore aujourd'hui que ce qu'on ne pensait. Elle a son poids. Je ne pense pas à la religion, parce que dans le sondage qu'on a fait, les catholiques se prononcent pour une amélioration des conditions, mais par contre, les partis religieux. Et vous avez montré l'extrait de Madame Fonck. Il fallait entendre Madame Fonck en commission justice dire que si on ne mettait pas ce qu'elle appelle des balises, les femmes allaient avorter jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc quand on dit ça, comment est-ce qu'on traite les femmes? De quoi est-ce qu'on parle en fait? Les femmes, c'est pas ça. Les femmes en Belgique, elles avortent très tôt, le plus tôt possible. Et celles qui arrivent à 12 semaines, c'est des femmes qui sont en difficulté, qu'il faut aider et qu'il faut pas envoyer en Hollande en disant on veut pas le savoir. Mais Madame Fonck, elle vous dirait qu'elle n'a pas cette position pour des raisons d'idéologie ou de religion, mais parce qu'elle est médecin, parce qu'elle a fait le tour du problème, parce qu'elle a une pratique aussi quelque part, un contact. Elle a eu un contact avec le patient. Enfin, je fais ici un peu l'avocat, pas du diable. Je pense qu'elle a jamais fait d'IVG et je pense qu'il faut surtout écouter les médecins qui pratiquent des IVG. Faut que les femmes qui ont eu une IVG puissent en parler sans avoir le sentiment qu'en fait elles ont fait une faute. Et aujourd'hui, on est quand même avec une loi très rétrograde par rapport à nos voisins, France, Luxembourg, Hollande et même Chypre. On est pire qu'à Chypre. Et je vais vous donner un autre petit exemple qui montre à quel point on est quand même dans un débat qui rate le coche. Quand une femme est violée et est enceinte à la suite d'un viol, dans tous les pays, même les pays les plus rétrogrades, il y a un aménagement de l'interdiction. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, les femmes violées, elles sont soumises à la même législation que les femmes qui ont eu une grossesse avec un compagnon. Ça veut dire que la Belgique, cette image de pays progressiste qu'on a longtemps véhicule avec nous, à travers ce qui était le mariage pour les homosexuels et notamment la loi sur l'avortement, l'euthanasie, c'est plus vrai ? En tout cas, en 90, on était un des 3 pays de l'Union européenne à encore interdire l'avortement. Donc, on était vraiment à la traîne. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'est encore. Et c'est fichu? Non, j'espère bien qu'avec les bonnes volontés qui sont manifestées, notamment du côté du MR, dans les prochains gouvernements, on pourra rouvrir le débat. Combien de semaines le bon délai selon vous? En fait, le bon délai, c'est le délai le plus court. Par contre, le délai légal doit aller, à mon avis, jusqu'à 16 à 18 semaines, comme ça se fait en Suède. Et on voit que ça concerne que 1% des femmes. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'on allonge le délai qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont aller jusqu'au bout du délai, au contraire.
Et une dernière question, vous avez parlé de la formation des médecins. Former les médecins à l'avortement, c'est une nécessité aujourd'hui avec cette nouvelle loi. C'est-à-dire qu'en fait, on a de formation que sur base volontaire, hors cursus et à l'ULB. Ça vous donne une idée de la façon dont on forme les médecins à cette pratique. Il y a un manque, en fait. Bien sûr, il y a un manque. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que tu es médecin, mais tu ne dois pas le faire. Alors que c'est un acte qui est quand même assez simple et qu'on peut pratiquer hors hôpital jusqu'à 12 semaines. La suite de votre grand oral, Sylvie Losberg, c'est notre questionnaire, le moment où nous vous demandons des réponses courtes et rapides. C'est un peu pour vous qui êtes psychanalyste, notre divan, le divan du grand oral. Est-ce que la psychanalyse peut répondre à la question « Pourquoi les hommes ont-ils tellement besoin de dominer les femmes ?» La psychanalyse peut éclairer parce qu'elle est basée sur une approche différente de la sexualité. Et la sexualité, c'est un fait social total. Et ça, c'est depuis Freud qu'on l'a remarqué. Auparavant, on n'en parlait pas comme ça. Alors, ce fait social total, on peut l'envisager du point de vue politique, anthropologique, sociologique, médical, tout ce que vous voulez, législatif, bien entendu. Mais surtout, d'un point de vue politique, il a engagé finalement des structures de société basées sur la domination masculine. Au niveau professionnel, au niveau des décisions, on le voit bien encore aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a hérité d'un patriarcat. Alors, on n'est pas responsable, on n'est pas coupable de ce patriarcat, mais par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et la violence, pour rester dans ce domaine, c'est une pulsion ? Non, je pense que la violence, c'est l'exercice de la domination. Et on le voit très bien dans les cas de viol, par exemple. Ce n'est pas la pulsion sexuelle qui est au cœur du dispositif. Je dirais l'acte sexuel, c'est le dispositif qui permet à la personne qui veut dominer d'exercer sa domination sur l'autre. Alors, vous êtes aussi historienne. Quel est le personnage historique, et donc qui est mort, donc pas quelqu'un de contemporain, quel est le personnage qui a le plus œuvré en faveur de la condition des femmes ? Il y en a beaucoup, mais je vais choisir une femme. Je vais choisir Olympe de Gouges, qui est donc cette grande féministe qui avait rédigé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qui a été guillotinée pour avoir demandé que les femmes aient le droit à la tribune. Et donc, on cite toujours cette phrase, elles ont le droit de monter à l'échafaud, elles devraient aussi avoir le droit de monter à la tribune. Et si vous deviez choisir une personnalité contemporaine, Sylvie Losberg ? Je ne sais pas si je vais trouver une personne, c'est un peu difficile de serrer comme ça, mais par contre je pense qu'il y a vraiment un mouvement. Et je voudrais rendre hommage à toutes les jeunes femmes, à toutes les jeunes féministes qui ont réussi à recréer un militantisme qui avait vraiment disparu, parce que se dire féministe aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme une injure, et je pense que c'est grâce à elle qu'on le... Est-ce qu'il y a une femme chef d'État qui suscite votre admiration ? Chef d'État, peut-être pas, mais en tout cas, j'admire Christiane Taubira. Voilà, je pense que c'est une femme qui a beaucoup marqué, qui a une grande intelligence et qui, malgré, je dirais, la difficulté qu'elle a rencontrée dans sa métropole, continue à parcourir le monde et à porter un message qui croise d'ailleurs la lutte contre la misogynie, la lutte contre le racisme et les inégalités. Je pense que c'est une très belle personnalité. Et précisément l'engagement politique, vous parlez de Christiane Taubira, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous tente, que vous seriez prête à faire le pas pour améliorer le sort des femmes, Sylvie Losberg ? Non. Je suis beaucoup plus utile, je pense, à la fois dans le Conseil des femmes ou les associations, et aussi, je pense, dans l'écoute des patientes ou dans les supervisions que je fais avec des équipes qui accueillent les femmes dans les plannings, que dans un parti politique. Je pense que ce serait compliqué pour moi. D'une part, vous avez souligné que je fais partie du mouvement laïque, donc chez nous, c'est le libre examen, donc le dogme ou suivre et obéir une ligne, c'est pas évident, je ne crois pas que j'y arriverai. Alors, quel est en Belgique le parti le plus féministe ? Je pense que c'est... je vais faire un classement. Je dirais le premier, je pense que c'est des filles. Le deuxième, c'est le PS. Et le troisième, je dirais écolo. Et en queue de peloton, le plus machiste ? La NVA. La NVA. Une dernière question, c'est bientôt la Saint-Nicolas. Quel est le cadeau idéal pour un petit garçon de 5 ans et pour une petite fille ? Un garage ou un château fort pour un garçon et une poupée pour une petite fille. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Mais moi, j'avais l'habitude de demander à mes enfants ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai 2 filles. Mais je ne crois pas, évidemment, à ces stéréotypes. Et si elles vous demandaient des poupées, vous donniez des poupées? Bien sûr, évidemment. Mais j'adore les poupées. Je veux dire, la question n'est pas d'empêcher quelque chose. L'objectif, c'est d'ouvrir. C'est pas d'empêcher quelque chose. C'est pas de dire tu peux pas avoir ça. Mais par contre, si tu veux ça, tu peux peut-être aussi avoir autre chose qui est différent. Eh bien, on reviendra tout à l'heure sur la Saint-Nicolas dans une autre séquence. C'est un peu notre surprise. On referme ici notre questionnaire et dans un instant, Sylvie Losberg, c'est notre séquence à la place de juste après ceci. Et dans cette séquence, nous vous demandons ce que vous feriez à la place d'une autre personnalité. Et nous avons choisi le Premier ministre Charles Michel. On a quand même bien compris que l'engagement en politique, ce n'était pas pour tout de suite. Mais quand même, quelles seraient les 3 mesures que vous prendriez si vous étiez Premier ministre, Sylvie Losberg? La première chose que je dirais, c'est que ce serait quand même une révolution copernicienne qu'on ait une Première ministre en Belgique. Mais moi, bon, c'est voilà, oui. Vous demandez, est-ce que ça change les choses? Parce que est-ce que c'est tellement différent quand c'est une femme qui exerce le pouvoir? Est-ce que ça, c'est le début de la fin des ennuis des femmes? Je ne sais pas, parce qu'il y a des hommes féministes et des femmes qui ne le sont pas. Donc, mais le féminisme étant l'égalité des droits entre femmes et hommes, et c'est quand même garanti par la Constitution, je pense que ce serait une bonne chose que les femmes montent au pouvoir. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Sophie Wilmès, qui est ministre du Budget, qui est un très beau poste dans un quotidien la semaine dernière, où elle réclamait l'égalité des droits et la parité en politique. Et j'avais une discussion avec elle, elle me disait... C'est étonnant le nombre de remarques négatives que j'ai reçues suite à cette interview. Donc je pense qu'il y a une difficulté encore de reconnaître que la parité, c'est finalement normal et que l'inégalité au poste de décision, c'est ça qui n'est pas normal. On a vu le livre de Ségolène Royal qui était terrible, en fait. Enfin, ce qu'elle en dit, elle... De la manière dont les femmes de pouvoir sont traitées. Absolument. Et je crois que ça rejoint vraiment une lecture que je peux faire depuis de très nombreuses années. C'est que quand les femmes prennent une place ou la parole là où on ne les attend pas et là où on ne les veut pas, et que donc il faut partager le privilège de la décision de la parole, la violence est générale et elle arrive très vite. Une sous-petite question. Oui. Zualdemir de la NVA comme Premier ministre ou Olivier Minguin du parti le plus féministe que vous avez? Comme il s'en va, je parie sur sa dauphine, à Olivier Minguin. Et donc, votre première mesure, si vous étiez Premier ministre, quelle serait-elle? J'instaurerais un ministère fédéral des droits des femmes avec un travail, je dirais, volontariste, couplé à des postes pour les droits des femmes dans tous les niveaux de pouvoir, depuis les échevinats jusqu'aux régions et aux communautés. Et à la Banque nationale. N'est-ce pas? Et quand vous voyez le résultat des dernières élections communales où on a finalement très peu de femmes qui vont devenir bourgmestres, ces conseils ils seront installés le 3 décembre prochain, on est à 18% de femmes en Wallonie, une seule à Bruxelles. Est-ce que finalement cet engagement des femmes vers la politique, quand bien même vous prenez des décisions, est-ce qu'il va suivre? Est-ce que finalement il y aura cette adhésion donc des femmes à cette proposition que vous venez de formuler en tant que Première ministre? Mais le ministère des droits des femmes, il est là pour corriger les inégalités structurelles qui jalonnent la vie des femmes depuis l'école jusqu'à la pension. Et puis, il est là aussi pour, je pense, donner un signal fort à la société. Aujourd'hui, on a beaucoup de politiques qui luttent contre les discriminations, mais la discrimination structurelle envers les femmes, elle reste une généralité. Donc je pense que c'est pour ça qu'un ministère fédéral serait vraiment important. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, le ministère qui a été créé à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'occupe Madame Simonis va être vacant. Nous avons demandé en tant que Conseil des femmes que Madame Simonis soit remplacée avec une personne dédicacée entièrement à ses compétences. Même si, soyons justes, on demanderait au grand public l'action de Madame Simonis, s'il ne serait pas... capable d'aligner 3 mesures clés. Est-ce qu'il y a un manque de visibilité? Est-ce qu'il y a un manque de pouvoir donné? Est-ce qu'il y a un manque... On a eu l'impression aussi que c'était une consolation. Dans un équilibre, il fallait créer quelque chose. Et elle a obtenu un poste qui avait d'autres compétences par ailleurs. Mais... J'ai vraiment une autre appréciation de son travail, puisque nous avons été associés en tant qu'association de femmes, notamment à Alter Egal, où on a travaillé chaque année sur une thématique et où les recommandations sont mises en œuvre. Donc j'ai d'ailleurs donné une interview à votre journal à ce sujet, où je détaille vraiment
les mesures qu'elle a réussi à prendre et la dure bataille que ça a été, notamment pour l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école, sur laquelle elle s'est vraiment battue pendant 4-5 ans, même si le CDH, je pense, au sein de la fédération, a plutôt freiné. Alors, on revient à la place du Premier ministre. Quelle est la mesure qui est sur la table du gouvernement ou que ce gouvernement a prise que vous voudriez faire abandonner ou revenir en arrière ? Les pensions. Vraiment, sur les pensions, je pense que c'est une catastrophe. Parce qu'en fait... Pourquoi ? L'allongement de l'âge de la retraite ? L'allongement parce que sinon, il y a pensions, beaucoup de choses qui ne sont pas encore décidées. Le fait qu'il faut racheter ces années d'études, mais que maintenant, il y a des freins par rapport à ça, et que les femmes sont en fait pénalisées parce qu'elles ont des temps partiels, parce que le parcours professionnel des femmes est pénalisé dès le départ, dès les premières filières en fait, d'orientation professionnelle. Et donc, en fait, on va se retrouver dans quelques années avec des cohortes de femmes sans logement. Et la question du logement est primordiale. C'est quand même un droit fondamental. Les femmes qui sont seules avec 2 enfants ont beaucoup de difficultés à trouver un logement. Mais si on ne sait pas financer ce système des pensions, parce que ça c'est l'argument du gouvernement, grâce à ces mesures, nous parviendrons à l'avenir à financer les pensions. Il vaut mieux un peu moins que pas du tout ? Écoutez, moi je ne suis pas budgétaire, je n'en sais rien, mais je pense que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, on se retrouve avec une femme pensionnée qui a 700 € par mois. Ce n'est pas admissible. Les femmes ne peuvent pas se soigner du coup. Et donc on est dans une situation qui est vraiment pré-catastrophique. Et pour beaucoup de femmes, et je pense que les femmes qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans, elles meurent sur leur chic. Mais je trouve que c'est à l'État à dire on met les moyens. On a des moyens pour toutes sortes d'autres choses. Les femmes valent le coup et on ne peut pas faire de politique sur le dos des femmes. C'est pas admissible. Eh bien, on va avancer. Donc, et les femmes qui nous écoutent, peut-être, ont-elles envie que vous vous engagiez en politique. N'oubliez pas la date, c'est le 26 mai, Sylvie Losberg, si vous changez d'avis. Mais vous avez bien donné votre opinion là-dessus il y a quelques instants. On poursuit ce grand oral avec vous, donc la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et nous allons à présent parler de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et cette journée, elle a lieu ce dimanche, le 25 novembre. C'est une initiative des Nations Unies. Alors, je donne un chiffre parmi d'autres. 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne, sans compter le harcèlement sexuel à un moment donné dans leur vie. Vous, Sylvie Losberg, ça vous est arrivé de subir de la violence de la part des hommes ? Ben oui, malheureusement oui. Je pense que c'est pas facile de se mettre dans la place de la victime. Et je pense qu'il faut changer de vision par rapport à ça. Au fond, il faut parler des agresseurs. Et il faut laisser les femmes tranquilles. Et en tout cas, il faut leur donner la possibilité d'être entourées et accompagnées. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu 3 projets pilotes en Belgique qui s'appellent le Centre de prise en charge des violences sexuelles, un à Gand, un à Liège et un à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on a vu en fait ? Que quand on met en place une prise en charge globale avec médecins, policiers, juges, avocats, pour que les femmes soient accompagnées dans la plainte, ou en tout cas, dès qu'elles arrivent en disant « voilà, j'ai subi une agression », eh bien, elles sont 68% à porter plainte. Alors que quand il n'y a pas ce dispositif, en général, pour les cas de viol et violences sexuelles, il y a 1 femme sur 6 qui porte plainte. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il faut créer des structures, il faut prendre le phénomène globalement en compte et il faut mettre la victime au centre des processus d'accompagnement et l'agresseur au centre des questionnements et des jugements. Et qu'est-ce qu'on voit que dans les procès, par exemple, pour viol, on questionne la victime. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous faisiez dehors à telle heure ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas eu un comportement ambigu ? Donc, au fond, les femmes n'ont pas apporté ce poids-là. Elles ne sont pas des victimes uniquement. Elles ont été victimes, à un moment donné, d'un agresseur qui, lui, a mis en place un dispositif pour agresser. Et puis, à part ça, ce sont des femmes qui ont une vie et il faut les reconnaître dans l'ensemble de leur existence et pas les canaliser ou je dirais les stigmatiser. Et comment on sort, Sylvie Losberg, de ce cercle vicieux que vous décrivez à l'instant ? Alors, je crois qu'il y a vraiment un travail de prise de conscience qui est en train de se faire. Pour moi, pour les générations futures, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école, dans toutes les écoles.
à chaque moment, enfin je veux dire à chaque âge, il faut des animations répétées, parce que c'est là que les petits garçons également vont pouvoir grandir, se déployer hors des stéréotypes qu'on leur inculque, parce que finalement, la société fait beaucoup d'injonctions à l'égard des garçons. Ils doivent être masculins, ils doivent être virils, ils doivent construire, ils doivent changer le monde. Et à un moment donné, c'est peut-être un peu lourd aussi, je veux dire, et il faudrait peut-être aussi leur donner la possibilité de se déployer dans différentes dimensions sentimentales, affectives, relationnelles. Et je crois que, au fond, les violences envers les femmes, elles impactent la société dans son ensemble. Une femme qui est mal ou qui a subi une agression, ça va se répercuter sur ses enfants, sur ses proches, sur ses collègues. Et la société doit le reconnaître. Est-ce que l'école n'est pas... Évidemment, elle ne peut pas tout, elle est sans doute le passage obligé, mais en fait... Est-ce qu'elle peut lutter contre ce qui est véhiculé sur les médias sociaux ? On le sait, qu'il y a un accès de plus en plus évident et très jeune à des vidéos sexuées qui sont des vidéos où la violence n'est pas interdite. On dénonce beaucoup les expressions violentes à l'égard des femmes ou des dénigrements qui circulent sur Internet ou que les jeunes peuvent s'échanger. Donc est-ce que c'est pas un combat qui est devenu presque encore plus difficile, voire impossible, et où l'école n'a plus ce rôle de référent ? Mais moi, je crois que c'est le contraire. Je pense qu'il faut une contre-culture à cette culture de la violence. Et que cette contre-culture, elle doit être donnée à tous les enfants. Et l'école, c'est le lieu où tous les enfants doivent passer. Alors, c'est vrai qu'on charge beaucoup l'école de différentes missions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animations Evras, elles sont promulguées par des personnes extérieures à l'école. Et donc, il y a vraiment, je pense, un réel investissement financier à faire pour former les acteurs extérieurs, pour former aussi les professeurs qui le souhaitent, qui peuvent être des référents au sein de l'école, et que les parents doivent être associés à ces processus. Vraiment, les protocoles existent. Maintenant, je pense qu'il faut une réelle volonté politique. C'est dans le pacte d'excellence ? Il y a des références Evras dans les référentiels du pacte d'excellence, mais ce n'est pas compris comme tel, parce qu'on est en Belgique dans un système où l'école libre a la liberté d'enseignement, et donc c'est le PO qui décide si oui ou non il y aura de l'Evras dans son école. Et on rappellera quand même un chiffre qui est assez récent, mais dans ces centres de prise en charge des victimes, 1 sur 3 est une fille, en quelque sorte, puisqu'elle est mineure d'âge. Absolument. Donc, ce qu'on voit, c'est que la place des filles et des femmes, au fond, nous sommes des personnes reléguées dès le départ dans la société. Et c'est ça qu'il faut changer. Est-ce qu'il y a une augmentation, cette violence, cette agression sexuelle souvent, vis-à-vis des femmes, depuis la libération d'Internet, par exemple, depuis... Non, c'est difficile, parce que comme il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte, on n'a pas de chiffres. Mais je vais vous donner une piste. En avril dernier, l'Association des journalistes a sorti un rapport sur le traitement des violences envers les femmes, et les constantes sont là. En fait, on traite les crimes dits passionnels comme des faits divers, alors qu'en fait, ce sont des féminicides. Ce n'est pas le cas à la RTBF. Oui, bien. Il n'y a plus le cas. Oui. Nous avons pris des dispositions. Mais c'est très bien. Pour arrêter de minimiser, même quand les parquets disent et écrivent il s'agissait d'un drame passionnel ou d'un drame conjugal. Ce n'est plus un drame, c'est la position de la RTBF. Oui, tout à fait. Donc je pense que ce travail, il est fait dans différents niveaux, notamment, vous le dites, au niveau des médias, c'est vraiment très important. Et au niveau des parquets, les parquets ont reconnu que même s'ils mettent en place une prise en charge plurielle, au fond, la multidisciplinarité de ces centres de prise en charge contre les violences, des personnes victimes de violences, ils ne l'ont pas. Et donc, je crois que le travail reste à faire. Alors Sylvie Losberg, en Belgique, il existe un plan fédéral de lutte contre les violences à l'égard des femmes, et je vous propose d'entendre ce qu'en disait cette semaine Céline Caudron. Elle est coordinatrice à vie féminine. C'était dans l'émission Débat Première, c'était jeudi dernier. Le problème, c'est que pour le moment, la lutte contre les violences faites aux femmes, les différentes formes de violence, parce qu'on parle de violence conjugale, mais il y a aussi plein d'autres formes de violence, notamment économiques, psychologiques, institutionnelles, etc. Elle est réglée dans un plan d'action national qui se fait au niveau fédéral. Et après ce plan d'action... Donc ça existe quand même, il y a un plan d'action national. Oui, mais alors il y a des gros problèmes avec ça, parce que c'est un plan d'action qui est décidé tout seul par les administrations et les cabinets ministériels en consultant très peu l'associatif, donc qui n'est pas spécialement pertinent. Et puis après, chaque cabinet va prendre un petit bout du plan pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais ceux qui prennent ça en charge, en général, c'est des cabinets
cabinet qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est l'égalité des chances, c'est les affaires sociales, le bien-être en Flandre, etc., qui n'ont pas beaucoup d'influence. Donc il y en a qui font ce qu'ils peuvent là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de pouvoir ni beaucoup d'argent là-dedans. Et ceux qui devraient vraiment prendre leurs responsabilités, notamment le ministre de l'Intérieur, parce que la sécurité c'est l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires économiques, de l'Emploi, des pensions, parce qu'on sait bien que ça touche aussi, il y a des violences économiques qui touchent les femmes, le ministre de l'Asile et de l'Immigration, évidemment, enfin tous ces gens-là, ils se préoccupent pas du tout des violences faites aux femmes, parce que c'est dans la case égalité des chances, c'est pas leur compétence, ils considèrent que c'est pas leur compétence. Eh bien, je résume, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de pouvoir et on ne vous demande pas votre avis. Vous êtes d'accord ? Je pense qu'on ne tient pas assez compte de l'expertise de terrain, ça c'est sûr, mais ce problème de coordination ou de prise en compte de la dimension de violence envers les femmes, je pense que c'est vraiment un ministère fédéral qui doit le faire, parce qu'à ce moment-là, on a un ministère, on a une administration, on a un budget. Donc, vous n'avez pas le même avis que Vie Féminine, puisque Vie Féminine dit qu'il faut répartir cette action en faveur des femmes dans tous les départements. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut un ministère fédéral des droits des femmes qui centralise les actions et qui est volontariste. Et puis, il faut des politiques transversales pour que dans chaque département... Je vais vous donner un exemple sur les prises en charge des plaintes. En octobre et décembre, le parquet de Bruxelles a décidé de ne plus s'occuper des plaintes pour harcèlement, pour désengorger les parquets. Enfin, écoutez, est-ce qu'on se rend compte du message qu'on envoie aux femmes ? Donc, menace et harcèlement, on ne poursuit plus. Au même titre que... Donc, harcèlement de rue, par exemple, cette loi qui était arrivée après le reportage d'une journaliste néerlandophone, la loi Milquet, elle n'est pas encore beaucoup utilisée, mais enfin, en général, ce type de loi qui suivent, au fond, des prises de conscience et des changements de mentalité, elles mettent du temps. La loi sur le racisme, elle a mis 10 ans à être activée. Moi, je pense qu'il faut vraiment y travailler. On est dans un moment... Parce qu'on donne peut-être l'impression ici aux téléspectatrices et téléspectateurs que c'est la catastrophe, et je pense que les constats sont là, mais on est dans un moment qui nous permet de modifier les choses. Je pense qu'on a un vrai pouvoir de transformation, et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il ne faut pas repousser les échéances. Et si on le fait aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment avoir de nouvelles générations qui vont pouvoir vivre de manière plus harmonieuse, et notamment aussi pour les hommes qui pourraient s'occuper mieux de leurs enfants avec un vrai congé quand un enfant arrive dans la famille. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures très positives à mettre en place également. J'avais une question à vous poser sur le fait de votre action. Donc vous êtes représentante pour les femmes francophones. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes qui évoluent dans un milieu confessionnel plutôt musulman, elles sont aussi bien représentées par vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un accès de la même nature, parce qu'on sait que c'est un peu toujours le sujet qui est mis en avant et qui est considéré comme tabou, que les droits des femmes auraient régressé parce que justement il y a dans cette religion pour certains une position de la femme de facto qui est plus compliquée qu'ailleurs. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez et est-ce que elles se font représenter de la même façon? Alors c'est vraiment un des objectifs de mon mandat. Donc j'ai un mandat de 4 ans, j'ai été élue en février dernier. Donc dans les objectifs que j'ai présentés au moment de ma candidature, c'était de pouvoir rassembler et représenter toutes les femmes. Alors effectivement les femmes musulmanes qui ont des associations qui les représentent, comme Aswa qui est vraiment une très très chouette association, mais il faut aussi qu'elles aient la possibilité de travailler bénévolement dans des groupes comme les nôtres. Et ça, c'est pas facile parce que ça demande des aménagements au niveau familial. Et donc, il faut pouvoir, je pense, rassurer aussi les différentes communautés, puisque ça s'appelle comme ça. J'aime pas tellement ce genre de ségrégation, mais bon, voilà, pour que les personnes se reconnaissent dans le mouvement. Et je pense que ça vaut aussi, parce qu'on parle des musulmanes, mais ça vaut aussi pour des femmes, par exemple, les femmes qui sont originaires de Grèce. Le monde grec est très patriarcal et les femmes en Belgique vivent aussi en dichotomie entre des législations belges qui sont en faveur des femmes, même s'ils ne sont pas toujours bien appliqués, et en même temps des contextes sociaux et familiaux qui ne permettent pas ces prises de liberté ou d'autonomie. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette journée internationale contre les violences à l'égard des femmes ce dimanche 25 novembre. On aborde la dernière partie de notre émission Sylvie Losberg avec l'actualité à l'agenda des prochaines semaines. On va vous demander de réagir à 2 actualités, vous allez voir. Le grand oral RTBF le soir.
Jacques Remers. Et la première actualité que nous avons retenue, c'est le prix Rossel, prix littéraire institué par le journal Le Soir. Béatrice. Oui, on dit que c'est le concours francophone belge. Donc voilà, et cette année, en fait, dans la sélection, il sera remis le 6 décembre. Donc on n'a pas encore le lauréat, mais il y a 3 jeunes femmes. Aline Dieudonné qui a écrit Une autre vie, Myriam Leroy pour Ariane, Sandrine Willems pour Devenir oiseau. Et je me disais, 2 de ces livres sont écrits par de très jeunes femmes et qui mettent en situation la soumission, la violence faite aux femmes, aux petites filles. C'était vrai aussi d'un livre qui a été qui a rencontré beaucoup de succès, qui est le livre de Lise Spitt, qui est Débâcle, qui sont des femmes qui écrivent de façon très crue, qui décrivent ces violences de façon extrêmement directe. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Est-ce que ça sert la cause ? Est-ce que ça révèle le fait finalement que ces choses doivent s'exprimer et que ces jeunes femmes qui ont l'air tellement modernes et inscrites dans la modernité, finalement, décrivent un univers intime extrêmement douloureux ? Mais oui, malheureusement, c'est une généralité. Voilà, le corps des petites filles et le corps des femmes sont objectivés, objectalisés. On s'en sert, voilà. Et je pense que chacun a sa manière de renvoyer son expérience. Je pense que écrire, être dans une transformation artistique, même si elle utilise des langages crus ou très autobiographiques, ça permet d'une part de transformer le traumatisme, mais aussi de sensibiliser d'autres qui vont le lire. Si quelque chose leur arrive, elles pourront peut-être réagir plus tôt ou mieux et se protéger de ces... Vous avez un favori dans les... Oui, Devenir oiseau. Voilà. Eh ben voilà, donc un premier vote. On saura que le lauréat ou la lauréate, ce sera donc le 6 décembre. Le 6 décembre, Jean-Pierre, c'est aussi la Saint-Nicolas. Et puis après, il y aura Noël. Et puis après, il y aura la Saint-Sylvestre. Et c'est votre choix. Oui, on va voir maintenant si la laïcarde qui est en vous existe vraiment. Sapin ou pas chez vous ? Oui. Et crèche à Petit Jésus ? Non. Et vous appelez ces vacances-là comment ? Vacances de Noël ? Vacances de Pâques ? Vacances de Noël ou d'hiver, ça dépend. Mais on est très œcuménique chez moi, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'exclusif. Mais par exemple, sur la question du sapin, c'est très intéressant parce que chez les juifs allemands, ils mettaient des sapins chez eux. Donc, ce n'est pas forcément chrétien. Pas forcément chrétien, mais quel est votre combat laïque dans tout ça ? Mais pour moi, la laïcité, c'est un principe qui inclut tout le monde, voilà. Et la laïcité, c'est un principe qui garantit des libertés. C'est pas, on n'est pas contre les croyants ou les... Donc, c'est pas une religion de plus ? Certainement pas. Le Premier ministre trouve que c'est un opposant de plus, non ? Un opposant ? Lequel ? Oui, parce que... Sur l'avortement, justement. Oui, sur le dossier de l'avortement, on a été très clair. Ça ne nous satisfait pas, on le dit, ça ne lui plaît pas, mais je pense qu'il pourrait changer d'avis. Eh bien, précisément, puisque vous parlez d'avortement, vous avez choisi de mettre à l'honneur une personnalité qui est une avocate militante féministe et qui a joué un rôle important dans la conquête du droit des femmes. C'est Gisèle Halimi. Et vous nous en dites quelques mots. Gisèle Halimi, c'est une femme qui est née en Tunisie, qui a quitté sa famille séfarade, qui était très patriarcale, pour venir à Paris. Elle est avocate. Son premier procès retentissant, c'est Bobigny. C'est le procès pour une jeune fille qui avait été violée en 1971. Et donc, c'est le procès de l'avortement qui a ouvert à la loi Veil en 74. Ensuite, il y a eu le procès d'Aix pour les 2 jeunes filles violées, dont une belge d'ailleurs, qui a ouvert à la loi sur le viol. Et alors, elle a créé, avec Simone de Beauvoir, Choisir la cause des femmes, qui est une association qui existe toujours. Je salue Gisèle qui a 90 ans maintenant. Et cette association a aussi mis en place un processus qui s'appelle la clause de l'européenne la plus favorisée, qui demande qu'en Europe, le standard qui est le plus favorable aux femmes soit étendu à toutes les femmes européennes. Et je trouve que c'est vraiment un outil formidable qu'il faudrait remettre en évidence. Dernière petite chose, le féminisme de Gisèle Halimi, c'est un féminisme qui ne veut pas se passer des hommes. Et pour moi, c'est très important. Eh bien, merci. Et ça s'adresse en particulier aux hommes et donc à nous aussi, Jean-Pierre. Merci à vous, Sylvie Losberg, d'avoir été l'invitée de ce grand oral. Merci aussi, Béatrice. Merci à l'équipe qui, en régie, des hommes et des femmes, réalise cette émission. Le grand oral revient le week-end prochain.